Et je vais laisser la parole à Pierre Larieux, qui va vous présenter donc la nouvelle réglementation et son calendrier. Donc, je vais vous faire un rapide panorama du contexte juridique dans lequel la certification qualité va se mettre en place. On ne va pas faire une étude exhaustive des textes. Vous les retrouverez en fin de PowerPoint avec les liens nécessaires. Il peut être utile des fois à la lecture d'un arrêté ou autre par rapport au contenu des certifications. Donc là, juste un panorama le plus rapide possible si j'y arrive. Donc, comme on vous l'a dit, on va changer de paradigme avec la loi de 2018, puisque auparavant, on était basé sur 6 critères que les financeurs étaient chargés de vérifier. Donc, on était sur quelque chose que subissaient les prestataires de formation. On avait une prise en compte des démarches qualité, qui avait des listes CNEFOP que j'ai évoquées tout à l'heure, et un contrôle de la conformité de ces critères par les financeurs. Donc quelque chose qui reposait essentiellement sur les financeurs publics et mutualisés, que ce soit les OPCA à travers Datadoc, les conseils régionaux et Pôle emploi. Avec la loi de 2018, on va changer de paradigme. Donc on est sur une obligation qui va peser tout d'abord sur les prestataires de formation, les prestataires dispensant des actions concourant au développement des compétences. Que ce soit, comme je l'ai dit, formation professionnelle, VAE, centre de bilan de compétences ou encore formation par apprentissage. À partir du moment où ils vont accéder à des fonds financés par des fonds publics ou mutualisés, ils auront une obligation préalable d'être certifiés. Donc, les financeurs vont revenir à leur rôle essentiel qui est d'accompagner les entreprises, les salariés, les travailleurs indépendants dans leur démarche de recherche de prestataires qui peuvent délivrer des formations de qualité pour l'atteinte des objectifs de compétences dont ils ont besoin. Et on va renvoyer à d'autres le soin de vérifier que les prestataires sont en capacité de livrer une prestation de qualité. Donc, dans la liste qui est citée là des fonds publics et fonds mutualisés, demain, il faudra rajouter les FAF. A priori, la même exigence va reposer pour l'accès aux fonds qui servent à la formation des travailleurs indépendants, des exploitants agricoles par exemple. Évolution du respect des critères par le fait qu'on va être sur des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui représente en France le système d'accréditation au niveau international. Et on va avoir également quelque chose qui va être parallèle, d'instances de labellisation reconnues par France Compétences. Alors là, il y a à l'heure actuelle un appel d'offres au réseau qui porte un label pour être inscrit sur ces listes par France Compétences. Alors, il y aura certainement dans ce cadre-là également des formations qui sont accréditées par des ministères, type ministère de l'Intérieur. Sans citer de nom, mais un exemple, c'est les ateliers, les APP. Ça peut être les CIBC qui sont installés en réseau avec des labels qui peuvent postuler à être inscrits sur ces listes-là. Donc le régime général, ce sera COFRAC, organisme certificateur. Certains réseaux qui ont déjà des labels qui sont reconnus par France Compétences auront accès à cette liste-là pour être reconnus par les fonds publics et mutualisés. On reviendra dans le détail sur tous ces aspects. Le calendrier, il est contraint. La loi est parue en 2018. Dès que la loi est parue, les groupes de travail se sont mis en place pour déjà cadrer la réglementation. J'ai oublié là. Il ne faut pas que je bouge.
déjà pour cadrer la réglementation, mais également ce qui allait venir par derrière, c'est le rôle du COFRAC, l'accréditation des organismes accrédités, le cahier des charges auquel devront répondre les prestataires de formation. Donc, on a eu la publication de 2 décrets et 2 arrêtés très précis au mois de juin. À partir de septembre, le COFRAC a commencé à accréditer des certificateurs, des organismes certificateurs. À l'heure actuelle, on a une liste sur le site du ministère du Travail qui évolue de jour en jour. On est, je pense, à 13-14 organismes certificateurs qui ont reçu cette accréditation à ce jour. Et la seule liste disponible est sur le ministère du Travail. Vous aurez le lien par la suite. L'échéance pour les prestataires de formation, c'est pour aller vite, hein, puisqu'on est aussi sur les autres, c'est fin 2020. Donc, on est au mois d'octobre. Le travail que vous devez faire, au-delà à l'issue de cette réunion, c'est la réflexion quel calendrier fin 2020, c'est demain. Et donc, il est urgent de se rapprocher quand même déjà des organismes certificateurs. Il y a un laps de temps supplémentaire qui est donné au CFA qui existait préalablement à la loi. Donc, ici, en Occitanie, ça concerne 103 organismes. Les organismes de formation qui se sont déclarés comme CFA depuis 2 ou 3 mois et qui vont le faire d'ici 2020 ne bénéficient pas de ce report de date. Ça ne concerne que 103 CFA qui étaient conventionnés par le Conseil régional à l'apparition de la loi. Donc, la soixantaine d'organismes de formation qui se sont déclarés auprès de la Directe comme voulant faire de la formation par apprentissage sont dans la vague de 2020, avec des indicateurs particuliers. A priori, et normalement, en 2022, tous les prestataires qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés devront être certifiés. Dans les nouveaux acteurs, on va passer rapidement dessus. Là, n'est pas cité le ministère du Travail, la DGFP, mais elle est en toile de fond de tout et dirige tout, et notamment France Compétences, qui, pour son compte, va réguler et évaluer la démarche. On va avoir le COFRAC qui a été nommé par l'État via les décrets et autres pour accréditer les organismes certificateurs, accréditer suivant une norme internationale ISO. Les organismes certificateurs qui vont délivrer la certification, qui vont produire des audits et des certifications. Les prestataires de formation qui, une fois certifiés, devraient a priori réaliser une prestation conforme à la certification, suivant un référentiel unique, je le répète. Et enfin, des utilisateurs qui ne vont pas participer, mais qui vont, eux, bénéficier à une prestation conforme. Alors, je vais évoquer rapidement les 2 décrets et arrêtés qui sont parus, de manière à ce que vous voyez que ce qui va vous être raconté ou présenté repose sur des bases légales et réglementaires auxquelles vous devez répondre et sur lesquelles les organismes certificateurs vont vous évaluer et vous délivrer ou pas une certification. Donc, le décret fondateur, c'est celui de le 564 du 6 juin 2019, et il va déterminer 7 critères permettant la création d'un référentiel national sur la base duquel les organismes prestataires d'action concourant au développement des compétences, il va falloir que je m'y fasse d'ici la retraite, devront se faire certifier. Donc, la durée, ce décret, il est assez bref. Il fixe la durée de la certification qui est de 3 ans, quand même assez court. L'organisation de l'accréditation, la publicité, par contre,
excusez-moi, la publicité de la liste des certificateurs qui est faite sur le site du ministère du Travail, l'obligation qui est faite aux organismes certificateurs de transmettre la liste des organismes de formation certifiés. Il y aura, comme à l'heure actuelle, l'ISTOF qui reprend l'ensemble des 90 000 organismes de formation enregistrés en France, également des indications, on le suppose, sur le fait que les organismes de formation soient certifiés ou pas. À l'heure actuelle, la plupart des financeurs publics et privés vérifient sur l'ISTOF que les organismes de formation sont bien enregistrés. À l'heure actuelle, sur l'ISTOF apparaît l'onglet « Est un CFA ou pas ?» Ça va permettre demain aux OPCO de vérifier que les contrats d'apprentissage présentés avec un organisme de formation sont bien éligibles. Demain, un onglet supplémentaire portera certainement sur la certification. Il sera interconnecté avec tous les systèmes qu'on peut avoir de financement, notamment celui du CPF, sans nul doute. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore à la publication, mais ça viendra forcément en 2020, avec les premiers organismes certifiés. La mutualisation possible des contrôles des financeurs. On a vu récemment que Datadoc réfléchissait à son avenir et à une évolution de ses missions. Datadoc, c'est les OPCA, demain c'est les OPCO qui en décideront du rôle qu'ils veulent faire donner à Datadoc. On a ce décret le 565 du 6 juin qui, lui, va préciser le référentiel national sur la qualité des actions et dont on va avoir les indicateurs d'appréciation avec des 7 critères. Et là, on a 7 critères qui vont se décliner en 22 indicateurs. Ça, c'est le tronc commun à tous les prestataires qui vont intervenir. Et on aura 10 indicateurs supplémentaires qui vont être attenants au fait qu'on développe une action soit d'apprentissage, soit de VAE, d'accompagnement VAE, de la FEST, de la PROA, où on propose des formations certifiantes et dont on en verra le détail plus précisément tout à l'heure. Pour les organismes qui souhaitent s'engager sur l'apprentissage, sachez que le législateur souhaite être le plus exigeant en matière de qualité. Déjà, si vous regardez le Code du travail, il y a 14 missions à remplir. L'enregistrement est simple, mais après, la vie d'un CFA est plus complexe. Donc, il y a 14 missions déjà légales à remplir. Et là, vous aurez à remplir 32 indicateurs pour être certifié qualité. Donc, c'est une voie qui est quand même ouverte, mais qui nécessite un certain investissement des prestataires de formation s'ils souhaitent s'engager dans cette catégorie d'action. Les modalités d'audit associées, je passe vite parce qu'on va y revenir de manière plus longuement, déjà par l'arrêté du 6 juin. Celui-là, je vous engage à le lire, au moins avant d'aller voir un organisme certificateur. Vous verrez un peu ce qu'il vous sera demandé forcément quand vous allez vous engager dans cette voie-là et commencer à vous préparer à constituer un dossier avant d'entamer une démarche auprès de différents organismes. Donc cet arrêté est très complet et il va vous détailler ce qu'est l'audit initial, l'audit de surveillance, l'audit de renouvellement, tout cela s'écoulant sur 3 ans, on va le voir tout à l'heure, la durée d'audit, qui va varier suivant votre chiffre d'affaires, le nombre de sites que vous avez et la typologie d'action que vous pouvez également déployer. Donc tout ça est normé par demi-journée et vous savez a priori à quoi vous attendre quand vous allez sonner ou cliquer sur demande de devis à un organisme certificateur. Vous allez voir comment vont être traitées les non-conformités si votre dossier n'est pas parfait. Le cas des organismes multisites,
type chambre de métier ou autre, ou d'autres organismes qui ne sont pas dans des liens établissement siège social. Le transfert de certification, ben, si vous voulez changer de certificateur, d'organisme certificateur à un moment donné, ou les modalités de certification d'un organisme disposant déjà à travers l'ancienne réglementation d'une certification ou d'un label reconnu par le CNEFO, comment la procédure est quand même allégée par rapport à ce que vous allez avoir à faire au moins en matière d'audit initial. Bientôt, il y aura une marque de certification identifiable par tous. Donc, il n'y aura qu'une marque attachée à la certification et qui sera bien sûr déposée et utilisable dans les conditions définies par la loi. Ça, c'est de manière à rendre plus lisible, plus transparent l'offre de formation des organismes de formation, des prestataires de formation. Le cycle de certification, alors ne vous trompez pas, le cycle de certification, c'est 3 ans. Il est fondé au départ par l'audit initial sur site, préalable à la certification, un audit de surveillance qui va se dérouler entre le 14e et le 22e mois, et à échéance de 3 ans, votre certification tombe. Personne ne va venir vous chercher pour renouveler votre certification. Donc, on a évoqué ici l'audit de renouvellement sur site, simplement pour rappeler que ce n'est pas à la veille de vos anniversaires des 3 ans qu'il faut aller chercher un organisme certificateur. Donc, il y a un audit de renouvellement à faire. Ce n'est pas un renouvellement tacite. Vous allez représenter un dossier que vous aurez déjà constitué, amélioré ou fait évoluer, puisque votre chiffre d'affaires peut-être aura évolué, vous aurez créé de nouveaux sites, vous aurez développé de nouvelles catégories d'actions, et donc il faudra faire une demande de renouvellement par rapport aux évolutions qu'il y aura pu y avoir en 3 ans. Je vais m'en arrêter là. De toute manière, on va revoir sur la séquence 3, on va revoir effectivement ces éléments du cycle de certification. Donc, pour vous présenter le référentiel national, le référentiel national de certification qualité, on va vous présenter de manière globale et Stéphanie Peloton va vous présenter le premier critère. Bonjour. Alors, avant d'attaquer la description des critères, quelques petites infos à vous faire passer. D'abord, toutes les infos que vous allez voir sont contenues dans un référentiel national et dans un guide de lecture. Alors, vous avez là la couverture du guide qui brille par sa sobriété, certes, mais à l'intérieur... Vous ne la voyez pas, la couverture? C'est la barre guide de lecture référentiel national. Le voilà. Alors, vous le retrouverez en fin de diaporama. On vous a mis une cytographie dans lequel vous avez un lien et vous le retrouvez. À l'intérieur, vous avez tous les détails sur les 7 critères, les 32 indicateurs d'appréciation et vous y trouverez toutes les indications pour vous permettre de faire votre demande. Disait Stéphanie qu'il y a un lien sur la fin du diaporama qui sera transmis demain. Il y a un lien sur ce guide. Hein? Vous verrez, pour vous rassurer un petit peu, on l'a déjà dit qu'il y avait des critères communs avec Datadoc. En fait, il y a près de 60% de critères communs. Les 40 restants, pour le général, c'est l'apprentissage. Donc, on est quand même en terre connue. Alors, pour que vous repériez, on vous a mis des petits tags Datadoc. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui est commun et vous allez vite comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Attention, le guide précise
Alors, outre vraiment beaucoup de détails sur ce qui est attendu en termes d'éléments de preuve, etc., le guide précise sous quelles conditions l'indicateur peut faire l'objet d'une non-conformité. Donc ça, c'est intéressant aussi pour vous sur les points de vigilance. Une attention particulière sur des termes que vous allez retrouver très régulièrement sur les critères. Donc, information accessible, exhaustive. Alors, exhaustive, ça veut dire que quand on vous demande un certain nombre d'items, il faut que tous les items soient renseignés. Voilà, c'est un exemple. Détaillé, évidemment, une information adaptée, actualisée, ne nous donnez pas les chiffres d'il y a 4 ans, objectif, formalisé et réel. Voilà, ça c'est ce que vous allez retrouver. Donc, intéressant, allez-y, imprégnez-vous du guide, il est très bien fait. Du coup, on attaque les critères. Voilà, le premier, donc c'est les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. Voilà comment ça se présente. Donc là, vous le voyez d'entrée, vous avez les 3 tags Datadoc, ça veut dire qu'en fait, c'est des critères que vous connaissez déjà et que vous avez déjà rencontrés et déjà traités. Donc le premier, donc le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable. Je vous renvoie à la slide précédente sur l'exhaustivité de la proposition. Les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités, les tarifs, etc. etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans vos plaquettes, que vous pouvez diffuser via les réseaux sociaux, via vos sites internet, sur les salons, sur les supports publicitaires, les supports de contractualisation, donc les devis, les conventions, etc., les conditions générales de vente. Voilà. Vous le connaissez, je ne m'étends pas plus. Pour les centres de bilan de compétences, donc, il y a des supports particuliers qui doivent rappeler le cadre réglementaire du BC. Et pour la VAE, vous avez aussi des obligations spécifiques, puisqu'on est sur de la certification, qui vont concerner, par exemple, la recevabilité du dossier. Je vous donne un petit exemple pour un master que je connais bien. On va vous demander, dans votre expérience professionnelle, 80% de points communs avec le référentiel diplôme. Voilà, c'est un exemple. Deuxième indicateur, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats, évidemment, adaptés à la nature des prestations. Mise en œuvre, adaptée aussi au public accueilli. Donc, c'est des informations chiffrées sur les niveaux de performance, d'accomplissement de la prestation, combien de personnes ont été reçues, etc., etc. Donc là, vous avez ça dans des rapports d'activité, des bilans, des résultats d'enquête, des indicateurs de performance. Troisième indicateur, alors, pourquoi il est spécifique? Parce que le bilan de compétences n'est pas compris dedans, puisqu'on est sur un indicateur qui s'adresse à des prestations conduisant à une certification professionnelle. Voilà, donc là, il faut informer sur les taux d'obtention des certifications préparées, évidemment, sur les possibilités de valider un ou plusieurs blocs de compétences. Donc ça, il y a des possibilités. On n'est pas obligé, dans certains cas, de passer tout le titre. Vous devez informer sur les équivalences, les passerelles et les suites de parcours et les débouchés. Donc, suite de parcours, vers quel type de formation peut aller la personne qui a passé ce titre? Débouché, vers quel type d'emploi peut-elle aller et à quel taux, comment vous dire, quel est le taux d'insertion? Voilà. Donc ça, vous l'avez dans les plaquettes. Pareil que pour l'indicateur numéro 1, les plaquettes, les réseaux sociaux, les sites, Internet, etc., etc. Voilà. Le critère 2, Lucille Cornier-Renard. Donc bonjour. Pour ce critère 2, l'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. Donc là, ce dont on vous parle, c'est de comment vous concevez vos formations. On a sur ce critère 5 indicateurs, 3 communs, 2 spécifiques.
Donc les premiers, les communs. À l'indicateur 4, le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Ce dont il s'agit là, c'est d'écouter le client, de voir avec lui quels sont ses besoins et d'être en capacité d'apporter la preuve auprès de l'auditeur que vous êtes dans cette analyse de besoins. Donc ça peut être tout type de documents, il n'y a pas de formalisme particulier. Vous allez tout simplement pouvoir définir, comment dire, ça peut être une grille d'analyse, ça peut être un compte-rendu suite à un rendez-vous, un entretien. Aucun document n'est imposé, c'est à vous de définir ce que vous souhaitez, ce qui est utile pour votre fonctionnement. Sur l'indicateur 5, le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Donc vous avez défini les besoins, maintenant vous allez les décliner en objectifs pédagogiques. Donc des objectifs qui vont être mesurables, opérationnels. Si on prend un exemple, vous avez un client qui vous demande de former ses commerciaux à la pratique, une meilleure pratique de la langue anglaise. Vous allez avoir des objectifs du type maîtriser une négociation en anglais, être en capacité de rédiger des écrits commerciaux ou être en capacité de mener un entretien téléphonique. Ça peut être ce type d'objectif que vous allez décliner dans un support de votre choix également, un outil pour analyser les objectifs. Sur l'indicateur 6, le prestataire établit des contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation adapté au public défini et au public bénéficiaire. Donc là, vous allez décliner ces objectifs en action de formation. Comment allez-vous comment allez-vous décliner cette opération? Donc, vous allez choisir la durée, le planning, les modalités pédagogiques et techniques. Est-ce que vous allez prévoir des formations avec des plateformes, avec des ressources numériques en ligne? Est-ce que vous prévoyez un accompagnement à distance? Toutes ces modalités-là, vous allez les prévoir. Pour les indicateurs spécifiques, ça concerne uniquement les actions de formation et les actions par apprentissage. Donc là, nous sommes dans l'indicateur 7 sur les organismes qui vont mettre en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle. Ils vont s'assurer de l'adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée. Donc le mieux, là, ça va peut-être être de prévoir un tableau qui va croiser les contenus de formation avec le référentiel de compétences, de certification. Sur l'indicateur 8, le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Dans ce cas, l'auditeur va vouloir s'assurer que vous prévoyez bien une phase d'évaluation des acquis, de positionnement. Et pour cela, il faudra prévoir différents... excusez-moi, j'ai un petit peu la bouche sèche. Prévoir différents... process du type dossier d'admission, ça peut être des tests d'évaluation, ça peut être des entretiens, voilà, toutes ces modalités-là. Donc pour la présentation du critère 3, intervention de Marie Gox. Nous allons donc aborder le critère 3, la zapette. Donc, critère 3, l'adaptation au public des prestations, des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation.
Avec Lucille, nous avons vu qu'effectivement, les critères 2 et 3 s'inscrivent résolument sous le signe de l'adaptabilité de l'offre de formation. Lucille a abordé l'adaptabilité sur la phase amont de l'action de formation en termes de conception. Pour ma part, je vais m'attacher avec le critère 3 à développer l'adaptabilité sur les conditions de mise en œuvre. Résolument, avec ces deux critères, on s'aperçoit que l'offre de formation s'inscrit sous le signe de l'adaptabilité. Depuis le décret de 2015, la première étape de la qualité, l'idée d'un catalogue renforçant des actions immuables auxquelles un bénéficiaire doit s'adapter est complètement révolue. Le décret de 2019 confirme cette action-là et surtout la nécessité que l'action, la prestation, quelle qu'elle soit adaptable à l'individu. Le mouvement inverse de la logique. Donc ce critère 3 est assez consistant. Il intègre 8 indicateurs. 4 indicateurs collectifs qui s'appliquent à l'ensemble des prestataires et 4 indicateurs qui étaient déjà dans la première version et qui se retrouvent au sein de Datadoc, donc qui vous sont sans doute et certainement familiers. 4 indicateurs spécifiques qui sont nouveaux et qui s'appliquent à certaines typologies d'actions, situations ou prestataires. Voyons donc les conditions de mise en œuvre qui doivent se retrouver sur l'ensemble des prestations. Bien évidemment que dès lors que l'on parle de conditions de mise en œuvre, on va s'intéresser à la phase d'accueil et d'information préalable. Dans ce cas-là, effectivement, on centre, on cible les actions d'accueil en début de prestation où le prestataire devra présenter l'action de formation en intégrant la diversité des bénéficiaires. Diversité en termes de mobilité, donc les éléments de l'accueil doivent être effectivement abordés. Les questions d'hébergement, de restauration, de transport, mais également il faudra identifier les différents référents de la prestation, référents administratifs et également pédagogiques. Au centre de tout ça siège bien évidemment le règlement intérieur qui présente, c'est un document réglementaire, et il présente vraiment toutes les conditions de vie de la prestation. Deuxième indicateur qui s'applique à tous, la prestation elle-même et les services, les prestations qui la complètent. La prestation, le cœur de l'activité, doit également être adaptable non seulement à la finalité de l'action, mais aux bénéficiaires. Il faudra effectivement qu'en fonction du bénéficiaire, de son parcours antérieur, de sa formation initiale, de ses aptitudes même, la formation soit complètement adaptée. Dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir sur la même formation, la même prestation, des durées variables. Des entrées, sorties permanentes qui permettent également de suivre le même parcours. La formation peut varier également d'une manière différente dans son contenu même. Les modules peuvent ne pas être complètement identiques en fonction, encore une fois, des compétences de la personne. En termes d'éléments de preuve, nous pourrons trouver effectivement des parcours dans lesquels on signale certaines variations, à la fois dans la durée et dans les contenus. Un livret de suivi pédagogique qui montrera que le formateur est en mesure d'identifier peut-être des difficultés liées aux bénéficiaires et de mettre en place un accompagnement, une prestation qui lui colle d'une manière plus précise. Troisième phase des conditions de mise en œuvre applicables à tous, le système d'évaluation. De même que la prestation doit être adaptable, le système d'évaluation ne se colle pas de la même manière, quel que soit le type de la prestation. En fonction de la nature de la prestation, en fonction des publics, le système d'évaluation
sera ajusté. Si l'on a par exemple des parcours de formation sur des métiers techniques, le système d'évaluation pourra intégrer des évaluations de type quiz, des tests où l'accent est mis sur la juste réponse. Sur une formation transverse d'un certain niveau, on va faire au travers du système d'évaluation des exercices qui mettent en application la réflexion, l'analyse et la proposition. Enfin, sur des formations axées sur le métier, on peut très bien intégrer, c'est déjà le cas dans de nombreux organismes, des évaluations avec des mises en situation. Le système d'évaluation est donc multiple et varié et doit donc coller à la finalité de la formation et bien entendu aux bénéficiaires. L'indicateur 12 est de nature légèrement différente. Il ne précise pas une condition de mise en œuvre particulière, mais un problème, une problématique, une faiblesse que l'on rencontre dans les parcours, et en particulier sur des parcours longs et en alternance. C'est le pourquoi d'un focus sur l'alternance. Le législateur exhorte l'organisme de formation à être vigilant sur l'implication des bénéficiaires dans la prestation, sur le risque de désengagement de ce bénéficiaire et de mettre en œuvre à la fois des méthodes pédagogiques qui les rendent actifs, justement pour prévenir et anticiper les ruptures et les abandons. Dans tous les cas, le prestataire devra, pour arriver à cette finalité, mettre en place, par exemple, des enquêtes sur le terrain qui interrogent sur les abandons, analysent les causes pour, dans une deuxième étape, mettre en place un plan d'action. Le focus de l'alternance, il est assez récurrent dans ce référentiel, parce que dans le fondamental de l'alternance, il y a effectivement une zone de fragilité, de complexité, qui tient au fait que le parcours se partage entre deux acteurs et deux natures de prestation. La prestation théorique, l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. Bien évidemment qu'à partir du moment où il y a une petite rupture, celle-ci peut générer effectivement des abandons. Le travail du prestataire sera de réduire au maximum cette rupture et de faire en sorte que l'ensemble du parcours est connecté et fluide. Nous passons maintenant aux indicateurs spécifiques. Il en reste 4 et ne s'applique qu'à certains prestataires ou encore certaines situations. Nous avons un focus assez important sur l'alternance, mais également sur les centres de formation d'apprentis plus exclusivement. Dans les formations en alternance, c'est le point que nous venons de voir, effectivement, dans le lien que j'évoquais entre la formation théorique et la formation pratique, le législateur confirme la responsabilité du prestataire. C'est lui qui est responsable de la connexion des deux dimensions, formation théorique et formation pratique. C'est lui qui est responsable de cette connexion, de la coordination et de la fluidité. Pour cela, bien évidemment, il devra impliquer l'entreprise, puisque celle-ci a également une responsabilité sur les compétences à développer de manière pratique. En termes de preuves, le guide vous signale tout un ensemble de pièces de traçabilité, de compte-rendu, mais bien évidemment, on pourrait rajouter une convention de stage, comme il en existe certaines très bien construites, où effectivement, le parcours est signalé, la certification est identifiée, et le volet entreprise précise le développement des compétences attendues en lien avec cette certification. Donc, je vous encouragerai à aller visiter le site de travail-emploi.gouv où ce modèle de convention de stage est exposé. 2 indicateurs suivent spécifiques et s'appliquent de manière focalisée sur les centres de formation d'apprentis. Tout d'abord, les deux sont en lien. Il y en a un qui est un peu plus global que le second, c'est le 14.
Par l'indicateur 14, effectivement, on rappelle la dimension un peu éducationnelle que l'on retrouve dans la formation initiale. Le centre de formation d'apprentis, rappelons-le, rassemble beaucoup de jeunes et effectivement, par cet indicateur, on alerte le prestataire de formation de sa mission d'ouverture de la personne à la vie sociétale, à la vie en société. Ouverture un peu dans la logique d'ouverture à l'activité extra-formative, mais également culturelle, des visites pédagogiques, dans cette logique-là. On mentionne également la possibilité d'identifier un référent social afin que la personne, le jeune, en cas de difficulté particulière, puisse s'adresser à une personne qui pourra l'accompagner dans la résolution de cette problématique qui peut faire qu'à un moment, il se désengage de la formation. L'indicateur 15 continue dans cette lancée et aborde la question de la vie en collectivité, mais au sein même du centre de formation ou de l'entreprise. Il précise les règles, les droits et les devoirs des apprentis dans ces deux univers. Encore une fois, l'un des éléments, l'une des preuves à apporter en cas d'audit, c'est effectivement le règlement intérieur. Enfin, l'indicateur 16 cible plus précisément les parcours de formation certifiants et s'adresse à toute prestation de développement de compétences, hormis les bilans de compétences. Lorsque, effectivement, un organisme développe une prestation à laquelle est associée une certification, le prestataire est responsable non seulement du fait que le stagiaire puisse accéder à cette certification et réponde bien aux exigences de cette certification, mais il est aussi responsable d'une potentielle validation de la certification. En termes de preuves, il y a bien évidemment tous les PV des sessions d'examen, mais également les attestations de réussite. Voilà donc pour le critère 3, 8 indicateurs, 4 indicateurs qui existaient précédemment, mais qui quelquefois, il faut le dire, ont été reformulés pour être plus opérationnels et intelligibles par les professionnels eux-mêmes. 4 indicateurs spécifiques qui s'adressent à certaines situations particulières, à certains organismes qui n'étaient pas concernés précédemment et qui marquent bien que nous sommes sur un niveau 2 de la qualité. Je vous remercie.